Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans nos studios de Tel Aviv. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier passionnant. En tout cas, celle qui va nous en parler est passionnée par son métier. C'est une interprète de conférences émérite, connue par tous, qui a traduit les grands de ce monde. Voilà, elle s'appelle Gisèle Abazon. C'est parti. Un professionnel olé vous parle de son métier. Bonjour Gisèle. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est ravis de vous accueillir. Mais ça me fait plaisir aussi. Et voilà, donc vous êtes interprète de conférences, on va dire, depuis 1991 environ. À peu près, oui. Voilà, et franchement, pour nous, c'est un métier pas très connu. Alors bien sûr, on sait tous que c'est plus ou moins, mais plus ou moins, voilà, c'est ça. Et nous, on aimerait savoir concrètement, peut-être que d'autres Olim Hadashim ont envie de faire ce métier-là. Comment ça se passe et qu'est-ce que c'est d'abord être interprète de conférence? On va commencer par la définition. Alors, l'interprète n'est pas un traducteur, voilà, puisque déjà. Quand on traduit à l'écrit. L'interprète interprète à l'oral. Ok ? D'accord, donc déjà c'est une grosse différence. Déjà une différence énorme, parce que si le traducteur... si un interprète peut être traducteur, c'est-à-dire généralement dans ce sens-là, c'est parfaitement possible, puisqu'il a la capacité de passer d'une langue à l'autre et de faire passer un sens d'une langue à l'autre par écrit. À l'oral, c'est pas forcément vrai dans l'autre sens qu'un traducteur puisse devenir interprète. Je m'explique. Pour travailler dans ces métiers des langues, il faut posséder les langues, certes. Un traducteur est assis chez lui avec ses dictionnaires, son ordinateur, son café et ses pantoufles et fait passer d'une langue à l'autre un message écrit. Il a donc le temps de peaufiner, de pinailler, de réfléchir. Dans l'interprétation de conférences, l'interprétation simultanée, comme on l'appelle parfois aussi, on n'a pas le temps. C'est dans l'immédiateté, c'est dans l'immédiat. On entend dans des écouteurs ou pas l'intervention dans une langue A, X et on part, on transmet de manière immédiate le message dans la langue cible. Donc alors, on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de chercher, on fait. Alors on va expliquer justement ces langues A, cible, la langue pivot, parce que bon, pour vous c'est votre jargon, c'est normal, mais pour nous c'est moins clair. Alors j'imagine qu'il faut d'abord maîtriser plusieurs langues pour être interprète. En principe c'est quand même nécessaire, il s'agit de passer d'une langue à l'autre. Oui. D'accord, donc on parle de langue maternelle, donc on traduit vers sa langue maternelle. Que vers sa langue maternelle. C'est-à-dire que les langues sont en deux catégories pour commencer. Les deux grandes catégories, c'est les langues passives et les langues actives. Une langue active est une langue maternelle, qui est une langue qu'on appellera A. Une langue passive est une langue que l'on domine parfaitement, mais vers laquelle on n'interprète pas parce qu'elle n'est pas une langue maternelle. Ce sont des langues C. Et il y a les langues B, qui sont des langues acquises à un niveau, je dirais, semi-maternelles, qui sont donc parfaitement dominées et vers lesquelles on peut interpréter, mais en sachant qu'elle n'est pas une langue maternelle. Il ne faut pas oublier que la personne qui vous écoute, qui a besoin de vos services, généralement a envie d'entendre sa langue parler correctement. Et on ne parle jamais aussi bien sa langue que sa langue maternelle. Donc on va dire que pour vous la langue maternelle c'est français. Absolument. Et la langue on va dire ma langue B et l'hébreu, puisque je le parle quand même depuis maintenant 37 ans. Et donc ça s'organise comme ça. Alors il faut plusieurs langues, ça c'est sûr, c'est conseillé. Combien de langues il faut parler environ? Minimum 3, 4? Oui, je dirais aujourd'hui un minimum 3. L'anglais est incontournable aujourd'hui. On ne peut pas se prétendre interprète si on n'a pas une connaissance parfaite de l'anglais. Parce que tout aujourd'hui passe par l'anglais. Heureusement, malheureusement, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est indispensable d'avoir un anglais et le plus de langues possible ensuite, bien entendu. D'accord. Pour apprendre ce métier en Israël, il existe une école? Il y a une école d'interprétation qui est à l'université de Bar-Ilan, qui est une école qui a été fondée dans les années 70, si je ne m'abuse, par Batia Frost et Adam Richter, qui étaient les fondateurs de la cabine d'interprétation en Israël. L'interprétation est un des plus vieux métiers du monde. Puisque bon voilà, les grands de ce monde ont toujours eu besoin de se parler, ne parlaient pas la même langue. La tour de Babel, depuis, on a besoin d'interprètes, donc c'est au moins aussi vieux comme métier que l'est la tour de Babel. Mais sous sa forme actuelle d'interprétation de conférences où de manière simultanée on peut interpréter dans plusieurs langues, c'est depuis le procès de Nuremberg où la technologie a permis aux gens d'avoir des casques
donc des écouteurs, et d'entendre l'interprétation dans la langue qu'il souhaitait. Et le procès de Nuremberg s'est donc tenu en plusieurs langues en parallèle, puisque c'était une première. C'était une première avec ces technologies d'interprétation simultanée, d'interprétation de conférences, qui se fait donc en plusieurs langues, puisque jusque-là, tant qu'on n'avait pas la technologie des micros et des écouteurs, eh bien, on faisait de l'interprétation consécutive, c'est-à-dire qu'on interprète sans matériel, la personne parle, et une fois qu'elle a terminé, on interprète ce qu'elle vient de dire. Oui, on interprète. Si je vous dis traduire, là, ça va pas. Ah, c'est pas le même métier. C'est pas pareil. Alors, vous nous avez parlé de l'école d'interprète qui existe en Israël. Il n'y en a qu'une. Elle est valable ou pas pour vous? Oui, c'est une école. Enfin, de toute façon, c'est la seule qu'il y a en Israël. Donc, il n'y a pas le choix. Est-ce qu'il vaut mieux partir à l'étranger pour faire ces études? De toute façon, ce sont des écoles qui ne peuvent être auxquelles on n'a accès qu'après une licence. Donc, il faut déjà avoir un bagage académique pour pouvoir faire une école d'interprète. Il y a des écoles d'interprètes à travers le monde, de plusieurs niveaux. Il suffit simplement, si on veut se renseigner sur les écoles d'interprètes, il y a une association mondiale des interprètes de conférences qui s'appelle AIC. AIIC. Donc vous avez été la vice-présidente pendant longtemps. Dont j'ai été élue vice-présidente. Cette association internationale des interprètes de conférences, donc AIIC.net, sur le site, il y a la liste de toutes les écoles d'interprétation de qualité où l'on peut se renseigner si on a envie de faire une formation d'interprète pour pouvoir être dans les institutions officielles qui utilisent les interprètes de conférences. C'est quand même un métier qu'il faut avoir appris. Bon, il y a des grandes écoles d'interprètes, j'imagine, dans les grandes capitales européennes. Tout le monde doit en avoir une, mais certaines sont peut-être plus prisées que d'autres. L'école de Paris, l'ESIT, est une très grande école d'interprètes. Il y a une très grande école d'interprètes à Genève, qui est peut-être la plus ancienne et la plus connue. Mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, à Bruxelles, bien sûr, puisque toutes les institutions européennes s'y trouvent et donc ont besoin d'interprètes. Il y en a aux États-Unis, il y a l'école de Monterey. Enfin bref, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire des études d'interprète, et c'est un métier qui doit être étudié et pratiqué. Et pour devenir un bon interprète, il faut beaucoup travailler. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? C'est une position qui est absolument extraordinaire que d'être interprète de conférence, parce que on vogue à chaque fois dans des mondes totalement différents, puisque bon, vous avez évoqué l'interprétation diplomatique. Bon, ben là, c'est un peu paillette. C'est vrai que c'est extraordinaire, mais c'est aussi des conférences internationales sur l'écologie, l'économie, la philosophie, des conférences médicales. Il faut s'y préparer, donc, j'imagine. Cela signifie qu'on rencontre toujours des mondes extrêmement variés à un très haut niveau, parce que vous imaginez que s'il y a une conférence médicale, ce sont généralement des gens qui sont déjà des grands spécialistes. Et donc, nous, interprètes, nous sommes obligés de nous préparer pour savoir de quoi nous allons parler. Et donc, c'est une position qui est extraordinaire, puisque à la fois, on est le pivot qui permet à l'événement d'avoir lieu, à la communication de se faire entre des gens qui ont des choses à se dire. Ils ne le disent que par notre truchement. Et d'un autre côté, ce n'est pas à nous, on est extérieur, on est tenu au secret professionnel le plus absolu. On ne racontera jamais ce qu'on a entendu, et en même temps, on est au cœur de choses extrêmement variées, passionnantes. Bon, des choses plus passionnantes et des choses moins, bien sûr, mais la variété. Donc, il n'y a jamais un jour de travail qui ressemble à l'autre. C'est magique. Ouais, c'est magique, mais cela dit, comme c'est un métier en général, à part dans les grandes institutions qu'on exerce en freelance, on ne travaille pas tous les jours. Ça ne va pas être toujours facile. Comment on s'organise ? Comment on peut faire pour réussir dans ce métier ? Ça demande beaucoup de travail, un investissement énorme. Ça demande de ne pas être avare de son temps, d'être prêt à travailler encore et à remettre sur le métier son ouvrage en permanence. Ça demande d'entretenir ses langues. Alors, parce que les langues, c'est jamais quelque chose qui est définitivement acquis. Il faut constamment les travailler, se tenir au courant de l'actualité dans chacune des langues dans lesquelles on travaille. Je profite de votre présence pour vous demander un petit conseil pour les Olim Prenashim qui nous regardent et qui veulent perfectionner leur hébreu. Comment doivent-ils faire ? Vous savez, c'est très personnel. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis une personne qui est musicale. Donc moi, dans la langue, ce que j'entends d'abord, c'est la musique.
Et puis après, je reproduis des sons et voilà. D'autres ont besoin d'une structure mathématique et grammaticale et ne peuvent que travailler avec des livres, des dictionnaires et des règles de grammaire. Donc c'est très individuel. Moi personnellement, pour moi la seule solution pour apprendre une langue et l'acquérir véritablement, c'est l'immersion. C'est n'écouter la radio, ne regarder la télé. Qu'en hébreu. C'est être constamment à l'écoute de l'hébreu et ne pas retourner dans la zone du confort de la langue maternelle, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Mais je sais que ça marche pas toujours pour tout le monde, ça n'est pas évident. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous raconter, par exemple, la traduction d'une conférence? Comment ça se passe quand on est en cabine? Parce qu'on a tous cette image-là de l'interprète en cabine, avec les micros, les casques. Comment ça fonctionne quand vous avez, par exemple, je sais pas moi, plusieurs langues qui participent à un congrès pour les traduire? Comment vous faites? Vous traduisez vers le français, disons? Alors comment ça se passe? je suis dans ce qu'on appelle la cabine française, c'est-à-dire que j'interprète vers le français. Alors, je suis recruté pour interpréter vers le français dans des conférences où l'on parle des langues que je connais, le cas échéant, l'allemand, l'espagnol, l'anglais et l'hébreu. Mais je peux être aussi dans une conférence où l'on parle l'allemand, l'espagnol, l'anglais et l'hébreu et le polonais. À manque de bol, je ne parle pas le polonais. Donc, il y aura une cabine qui interprétera vers le polonais, puisque généralement une langue passive et une langue active sont en cabine. Et donc, le cas échéant, je devrais écouter les collègues qui traduisent par exemple du polonais vers l'anglais pour écouter leur interprétation du polonais vers l'anglais, et moi à partir de leur anglais je prendrai en relais vers le français, et donc mon auditoire sera absolument persuadé que je connais parfaitement le polonais. Puisque ils entendront l'orateur polonais, ils le verront sur scène et m'entendront dans leurs écouteurs leur interpréter ça vers le français comme si j'étais né en Pologne. Ouais, donc c'est le secret du métier. Organisation, ce sont les secrets du métier. Alors juste pour revenir à des choses plus concrètes, en général on a parlé on va dire d'interprètes en freelance, parce que c'est la majorité des interprètes qui sont comme ça, à part peut-être dans les grandes institutions ou dans quelques endroits un peu privilégiés où il y a des salariés. En tout cas pas en Israël. Mais en Israël ça n'existe pas. Il n'y a pas de salariat pour les interprètes en Israël. En Israël, il faut comprendre, en Israël, interprète, c'est à peine un métier. C'est-à-dire que tout le monde parle toutes les langues. Faut faire autre chose à côté pour vivre. Oui. On peut pas faire que ça. Non. Je pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, pas tout de suite. C'est une profession qui demande une longue haleine, la construction, le travail. On peut être traducteur en parallèle, on peut être prof, on peut faire des tas d'autres choses qui tournent autour. Absolument. Mais cela demande du temps, surtout parce qu'en Israël, on est toujours dans l'amateurisme dans plein de métiers, et donc il y a toujours il y a toujours une secrétaire qui vient de passer un an en France, et puisqu'il y a une visite importante, eh bien il n'y a pas de problème, elle va nous aider, elle va se démerder, elle va traduire. Tout le monde s'improvise interprète. Ouais. Alors parfois ça passe et parfois ça casse. Ça dépend. Et donc on vous appelle au dernier moment. Alors il m'est arrivé. Alors ça c'est évidemment extrêmement gratifiant quand on vous appelle en disant au secours. Bon vous arrivez et vous êtes le sauveur, c'est fort. Mais des fois ça passe et puis les gens se rendent pas compte qu'en fait il y a plein de malentendus, qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris, qu'il y a plein de choses qu'ils auraient pu dire et qu'ils ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas la langue. Mais voilà, le monde n'est pas parfait. Bon, on peut quand même gagner sa vie avec ce métier. Oui. Non, mais je ne cacherai pas le fait que je réussis à gagner ma vie dans ce métier. Je ne me plains. Bien sûr, loin de moi l'idée de me plaindre. Mais vous avez un long ça demande, voilà, ça a été, c'est 30 ans de boulot et de travail intense. On vous croit sur parole. Voilà. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir aussi interrogé sur ce métier, qu'on connaît mal, qu'on connaît mieux maintenant grâce à vous. Si jamais certains francophones ont envie de s'adresser à vous pour voir si ils peuvent continuer dans cette voie, si c'est bien pour eux, on peut vous contacter. Comment on fait sur Facebook? Bien sûr. Sur Facebook, par téléphone, ils peuvent vous s'adresser à votre studio et vous transmettrez mes coordonnées. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, super. Merci beaucoup en tout cas. Ça a été un plaisir. Bientôt. Au revoir. Ciao. Un professionnel au lait vous parle de son métier.